Bonjour, c'est Christelle Cronier. Venez, on est invité chez Florence Sandis, la présidente du Média Club L, avec qui nous allons parler sororité. Bonjour Florence. Bonjour Christelle. Florence, est-ce qu'on est toujours des femmes dans un monde d'hommes ? Comment est-ce qu'on peut trouver notre place ? Et est-ce qu'on l'a déjà trouvée ? On est dans un monde où il y a des femmes et des hommes. On est même plus nombreuses que les hommes, donc j'ai pas quand même l'impression de vivre dans un monde d'hommes. Mais on est dans un monde qui est majoritairement gouverné par des hommes et où les codes, notamment du leadership, sont encore très masculins, où on sent qu'il y a une domination patriarcale encore induite sur plein de choses, même si toutes les lois disent que nous sommes égaux en droit. On se rend compte que dans les faits, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a beaucoup de sexisme aussi, il y a beaucoup de violences faites aux femmes, mais pas que d'ailleurs, aux enfants également. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vraiment pleinement conscience que les femmes ont joué un rôle majeur dans l'évolution de cette société, dans l'évolution j'allais dire même de l'humanisme. On voit des femmes politiques qui montrent une nouvelle façon de faire de la politique. Alors je pense à Jacinda Ardern qui a récemment démissionné, mais après avoir été reconnue comme rôle modèle dans le monde entier sur une nouvelle façon de faire de la politique, de lier le pouvoir et l'empathie. Alors certes, elle finit épuisée, certes, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de charge mentale qui pèse sur nos épaules et que c'est pas facile de créer ces nouveaux paradigmes, mais je crois que c'est beaucoup par les femmes que le changement va venir ces prochaines décennies. Donc on est véritablement dans un monde de femmes et d'hommes. Les femmes aujourd'hui représentent 60% des diplômés Bac+5, mais elles n'occupent que 20% des postes de direction. Pourquoi ? Mais c'est vrai qu'évidemment, 20% c'est pas assez par rapport au fait qu'on est 58% parmi les diplômés des Bac+5. Donc il y a un gap, et ce gap, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc ça montre plusieurs choses. Ça montre que les femmes, elles sont compétentes, contrairement à ce qu'on nous dit. C'est pas en mettant par exemple des quotas qu'on va avoir des femmes incompétentes, puisque elles sont souvent plus diplômées. Après, elles font pas toujours les formations qui vont les mener dans les secteurs où elles vont gagner le plus d'argent. Donc ça, c'est une question d'orientation. Mais il y a eu très longtemps, en effet, une sorte de discrimination active et passive des uns et des autres, des unes aussi et des autres. Pourquoi ça change ? Parce qu'on a des lois qui l'imposent. Il y a eu la loi Pacte, Muriel Pénicaud, il y a maintenant la loi Marie-Pierre Rixain, qui va faire en sorte qu'il y ait plus de femmes au poste de cadres dirigeants. Tout ça est corrigé. On est obligé, même si on est pour ou contre les quotas, on est obligé de le corriger par des quotas. Et on se rend compte que les femmes, elles font très bien le job. C'est comme quand on est passé de 11% de femmes dans les conseils d'administration à 45%, voire plus, grâce à la loi Copé-Zimmermann. Et bien on s'est rendu compte qu'au contraire, ça a même professionnalisé les conseils d'administration. Est-ce que ça vient pas aussi parfois en partie des femmes qui vont s'auto-limiter ou qui vont avoir le syndrome d'imposture en plus des freins externes ? Évidemment, le syndrome d'imposture et d'autres syndromes comme de la bonne élève, etc. Ça fait partie, disons, c'est issu de toute cette culture, la façon dont on a été élevé. Qui font que on nous a montré des modèles à ces postes-là quasi uniquement masculins. On a eu du mal à se projeter. Et donc, vous savez, le syndrome d'imposture, c'est l'impression de ne pas mériter la place où on est, ou comme si on était à un mariage sans avoir été invité. On se dit on va se faire démasquer. Quand vous n'avez pas été projeté, on vous a pas dit quand vous étiez petite, toi tu seras ma fille. Président d'une grande compagnie ou Premier ministre, alors qu'on l'a dit, il y a pas mal de garçons. C'est sûr que c'est plus difficile de se sentir à sa place et vraiment les éduquer dans cette idée qu'on est une équipe parentale, qui a un partage des tâches. Briser le plafond de verre, vous travaillez dessus depuis longtemps, notamment en coachant de nombreuses entreprises sur le sujet, avec pour raison d'être le développement des carrières et la progression de l'égalité homme-femme. Donc votre ligne d'attaque, c'est quoi ? Déjà, je suis pas dans l'attaque.
mais façon de parler, évidemment, j'ai bien compris. En fait, c'est de différentes façons. Déjà, lutter contre les biais socioculturels, parce que il y a plein de choses. C'est pas parce que les hommes sont des fichus machos que ça se passe comme ça. Beaucoup d'hommes ont envie de bien faire. Déjà, ils sont pas responsables non plus d'une société millénaire dont ils héritent. Et puis souvent, ils peuvent agir sans prendre en compte comment on fonctionne, plus par méconnaissance en fait, pour une majorité. Et donc, moi, mon angle en tout cas d'approche, c'est vraiment une compréhension commune, c'est-à-dire quand on n'a pas été soi-même objetisé depuis l'enfance, quand on ne nous a pas fait féliciter parce qu'on était douce, gentils, etc. Qu'on n'a pas vécu ça, on n'a pas vécu le regard des hommes insistants dès l'adolescence, etc. C'est difficile pour eux de se mettre dans notre peau. Et de même, nous, on aurait du mal à se mettre dans la peau d'un homme et peut-être à être étonné de voir comment les femmes nous adressent la parole ou les hommes. Et donc déjà, c'est faire cet effort aussi les uns vers les autres, de comprendre aussi et pour leur permettre de se mettre à notre place et de comprendre ce qu'on vit. Je pense que c'est très important parce que quand on comprend vraiment ce qu'on vit, on voit souvent les hommes quand ils ont des filles et des filles qui arrivent sur le marché du travail, etc., ils se rendent compte de ce qu'on vit. Et souvent, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'ils deviennent féministes. Donc c'est une question aussi vraiment, on a l'impression que maintenant, parce qu'on en parle un peu beaucoup dans un milieu aussi microcosme parisien, que c'est une évidence pour tout le monde, mais non, c'est important, je crois, de continuer d'informer. Donc ça, c'est informer, pour moi, c'est important. Et puis, évidemment, accompagner les femmes, à compenser parfois ce déficit, justement, qu'il y a eu dans l'éducation, sur leur donner pleinement confiance dans leurs capacités, les accompagner pour qu'elles prennent confiance, pour qu'elles osent, et comment je postule, et comment j'apprends à mieux m'exprimer en public, et comment je fais des progrès incroyables super rapidement, et petit à petit, je me rends compte que ce que je pensais impossible est possible, et puis voilà, et puis ça s'accélère, et puis on est super contente. Et puis je pense qu'il faut aussi sensibiliser toujours les hommes pour pas qu'ils aient l'impression qu'on vient leur prendre leur place, et leur faire comprendre que passer de 20% à par exemple 40%, il leur reste encore 60%. Donc on est loin de la victimisation qu'on peut entendre parfois. Amener les femmes donc à l'empowerment. Est-ce que vous pouvez me donner quelques outils concrets en fait pour aider les femmes à progresser ? Alors moi je leur fais travailler déjà sur la façon de manière à identifier leurs freins. On parle évidemment des freins externes qu'on peut rencontrer là où elles sont, que ce soit une société, un organisme public, etc. Là où elles sont, de tous les freins de notre société, etc. Comment les dépasser. On parle aussi des freins internes, parce qu'en effet, mais c'est quelque part la conséquence de ce que je viens de dire sur notre société patriarcale. On a intégré des freins internes. Donc, déjà, mettre des mots dessus pour les identifier et pour pouvoir les dépasser. Ça peut être aussi vraiment des freins liés à notre histoire familiale. Il se passe plein de choses. Donc, il y a un côté introspectif au départ. Et ensuite, comment on va les dépasser. Donc, des clés pour oser, des clés pour aussi se mettre en valeur. On travaille aussi sur ses leviers profonds, ses leviers de motivation, sur aussi sa singularité. Moi, c'est quelque chose dont je parle depuis 6 ans. Parce que pour moi c'est vraiment important, c'est notre singularité, vraiment la clé de notre succès. J'y crois et c'est comme ça que j'accompagne les gens, c'est vraiment en travaillant sur qui ils sont vraiment, parce que je pense que quand on est soi-même, on est forcément bon. Donc c'est important de répondre à cette question à laquelle on a souvent tant de difficultés à répondre, c'est qu'est-ce qui me rend unique ? Qui suis-je ? Et finalement, c'était Jacques Attali qui m'avait dit il y a quelques années, faites ce que personne d'autre ne peut faire. Et ça donne le vertige, parce qu'on a tendance toujours à se comparer aux autres, à se conformer à ce qu'on attend de nous, ou ce qu'on pense qu'on attend de nous, et de faire la démarche inverse, de dire qu'est-ce que moi je peux donner à cette société, qu'est-ce que je peux donner au monde de singulier, de différent. Et là, je vais être dans quelque chose où je vais être super efficace, convaincante, etc., parce que c'est complètement aligné avec qui je suis, je l'incarne, et donc je vais réussir. Justement, toutes ces femmes, comment est-ce que vous les accompagnez dans la stratégie de leur carrière ?
Alors on regarde dans le rétroviseur déjà, on regarde quels ont été leurs leviers dans leur carrière, quels ont pu être leurs échecs, comment les éviter, etc. On dresse une ambition, un cap, des façons pour y arriver. On prend en compte aussi l'environnement, c'est-à-dire les modes de gouvernance dans le groupe où elles sont, là où elles sont, comment on peut un peu challenger aussi la gouvernance. Je les aide aussi à devenir elles-mêmes influentes, pas seulement dirigeantes, mais influentes, facteurs d'innovation sociale. Donc on travaille à plein de niveaux pour qu'elles deviennent aussi elles-mêmes rôle modèle et qu'elles participent à ce changement de société. Et moi, je leur dis souvent, une fois que vous aurez les clés de la maison, vous allez pouvoir commencer à changer les serrures et qui sait à changer la structure de la maison. Vous êtes aussi créatrice et présidente du Média Club L, une association donc de plus de 800 professionnels de l'audiovisuel qui œuvrent pour plus de parité dans les médias. On en est où justement dans la parité dans les médias ? On en est loin encore. C'est pour ça qu'on continue d'œuvrer. Alors, il y a beaucoup de femmes dans les médias, mais c'est toujours la même chose. Quand on monte dans les hiérarchies, il y en a moins. Sur les plateaux télé ou dans les matinales radio, on n'a que 30% d'experts ou d'invités dans les matinales radio. Alors, on était à 20% il y a encore quelques années, quand ce qui s'appelait le CSA a commencé à chiffrer. On s'est rendu compte que moins de 20%, c'était quand même pas normal. Donc, on arrive souvent mieux à 30%. Et puis, il y a une personne, Caroline Roux, qui fait vraiment... qui d'arrache-pied tous les jours, essaye d'avoir la parité sur ses plateaux. Et c'est pas facile, parce que quand on est en période de guerre et on a surtout des experts stratégie, armement, etc., ou en période de Covid, c'est pas évident. Mais voilà, comme elle le dit, c'est vraiment un combat de tous les jours. Et quand on invite des femmes qui vont pas forcément faire une prestation exceptionnelle parce qu'elles n'ont jamais fait de télé, eh bien, c'est super de faire comme elle fait, c'est-à-dire de les réinviter en disant, oui, mais elles vont comme ça progresser. Et parce qu'aussi, en tant que femme, on n'ose pas, on sait qu'on va être aussi jugé sur notre apparence, parfois jugé plus sévèrement. Et donc, c'est important aussi que les journalistes donnent confiance et permettent aussi, justement, aux personnes qui osent le moins de prendre la parole et nous donnent le temps aussi de s'améliorer. Donc voilà, après dans les journaux, dans la presse, on sait que les patrons de journaux sont quasi tous des hommes, les rédac-chefs sont aussi trop majoritairement masculins, les documentalistes, elles sont à plus de 80% féminines évidemment. Donc voilà, il y a aussi des métiers très genrés, donc œuvrer là-dessus à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'au sein de mon association, donc le Média Club L, on œuvre beaucoup pour aider les carrières. On fait beaucoup de rencontres, de débats, de mentoring, que ce soit du mentoring de réalisatrices de programmes de flux, parce qu'il y en a très peu, du mentoring aussi international, au MIP TV et au MIPCOM à Cannes, pour aussi rencontrer des grandes dirigeantes des médias à travers le monde. On remet nos trophées Média Club L à l'Assemblée nationale chaque année, en février, où là on récompense celles et ceux qui œuvrent pour plus de parité dans les médias et pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. Donc vraiment, on essaie de faire beaucoup d'actions aussi sur le terrain pour que ça bouge, parce que les médias, ils doivent être aussi... c'est le reflet de la société, mais pour moi, ils doivent être un exemple, parce que ils sont regardés toute la journée, donc c'est important de montrer, d'être en phase avec l'évolution de notre société et d'être plus équitable. Est-ce que vous trouvez que globalement, pas uniquement dans les médias, il y a une solidarité qui se construit entre les femmes, ou alors que les femmes se battent, sont plus les unes contre les autres pour avancer ? Il y a les deux. Il y a une rivalité féminine. Alors on peut aller loin dans l'explication, dire qu'elle a pu être aussi organisée par les hommes, parce qu'il y a moins de 100 ans, 70 ans, quelque part, pour s'élever socialement, il fallait faire un bon mariage. Donc, on ne pouvait pas travailler sans l'accord de notre mari. Le salaire était versé sur le compte du mari. Bref, tout un tas de choses qui font que les femmes étaient en concurrence, quelque part, pour faire un bon mariage. Alors, heureusement, ça, c'est derrière nous. Mais il reste évidemment beaucoup de choses, Après, la concurrence, ça fait partie de la vie. Il ne faut juste pas que ça devienne une rivalité et où on se tire dans les pattes. Il y a plein d'hommes qui se tirent dans les pattes aussi.
Moi, évidemment, j'œuvre beaucoup au sein du Médiac Label et ailleurs pour plus de sororité, parce que je pense que c'est absolument magique et vertueux. Et puis quand on y a goûté, on n'a plus envie de s'arrêter, parce que voilà, on se rend compte que 3-4 personnes avec qui on s'entraide comme ça, on peut vraiment faire des miracles. Donc et puis ça fait vraiment chaud au cœur. Donc j'encourage toutes celles qui nous écoutent à œuvrer pour plus de sororité. Voilà, maintenant... il faut accepter aussi que toutes les personnes ne soient pas comme ça. Les femmes ne sont pas toutes des saintes et on n'a pas à leur demander d'être des saintes non plus. Et je crois que c'est toujours beaucoup de tolérance. C'est un peu mon mot d'ordre. La rivalité féminine, c'est d'ailleurs un sujet dont beaucoup de femmes ont envie de se débarrasser. À l'automne 2022 sont sortis 2 livres là-dessus, dont celui d'Elisabeth Kadosh et Anne de Montarlot qui s'appelle En finir avec la rivalité féminine, où d'ailleurs j'ai eu le plaisir de témoigner. Et donc ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Globalement, vous trouvez qu'on avance dans les droits des femmes, ou alors il peut y avoir des reculs, comme par exemple avec la mise en cause du droit à l'avortement ou autre? Alors je pense que nos droits sont hyper fragiles, en effet. Je ne vais pas vous refaire la situation, il suffira d'une crise que vous connaissez, mais on le voit aujourd'hui, même en Europe, des pays qui sont passés à certains extrêmes politiques et où ces droits-là sont complètement remis en cause, voire bafoués. Les droits qu'on croyait acquis, même aux États-Unis, on pensait que c'était le pays de liberté. Eh bien non, c'est terrible. Donc il faut faire très très attention. Moi, je vois aussi des hommes qui sont en colère contre les quotas dont on parlait tout à l'heure, contre qui ont l'impression qu'on leur prend leur place, que maintenant ils n'ont plus leur place, que maintenant ils ne peuvent plus draguer, comme si on ne savait pas reconnaître la drague du harcèlement sexuel. Et on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a un niveau parfois moins élevé d'éducation, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut beaucoup accompagner les hommes, et qui peut faire que demain, quand les femmes auront le salaire qu'elles méritent, auront peut-être plus forcément besoin des hommes pour faire un enfant, il y a peut-être une population, peut-être même 30% de la population masculine, j'ose le dire, qui sera très en colère et qui peut-être aura pas de femme, et donc ça va nourrir beaucoup de frustration et d'agressivité. Donc les mêmes qu'on retrouve sur les groupes masculinistes, c'est ceux qui ont mis Trump au pouvoir notamment. Si vous allez sur les groupes masculinistes en France, ça va vous faire peur, Vous allez voir les appels au viol, vous allez voir quand ce n'est pas au meurtre. Pour rappel, une féministe n'a jamais tué personne, et ni violé qui que ce soit. Donc ça, oui, moi, mais depuis longtemps, j'ai peur du retour du backlash. Donc il faut rester très vigilante. Il faut toujours, à mon avis, aborder ça avec une mesure et une compréhension réciproque pour éviter ce genre d'extrême. Vous êtes d'origine grecque. Comment ça se passe en Grèce au niveau de l'égalité homme-femme ? Alors, je suis grecque par mon père. C'est pas le pays le plus en avant aujourd'hui sur l'égalité femmes-hommes. Ça fait partie de ces sociétés très méditerranéennes, très patriarcales, où divorcer n'est pas encore super bien vu, etc. Il y a beaucoup de femmes redoutablement intelligentes et qui savent tirer leur épingle du jeu. Et puis quand on regarde vraiment la mythologie grecque, si on la relit bien, on se rend compte que les femmes avaient autant de pouvoir que les hommes dans la mythologie. Donc faut juste bien relire ce qu'avaient écrit les Grecs. Et puis Zeus, on dit que c'était le dieu de tous les dieux, mais qui a créé Zeus ? C'est une femme. C'est Gaïa, la déesse de la terre. Votre conseil, Florence, aux femmes ? Oula.
S'écouter elles-mêmes, je crois, trouver vraiment leur propre voix. Évidemment, j'ai plein de conseils puisque j'en donne beaucoup dans mes formations, dans mes conférences, dans mes coachings, mais en même temps, je trouve que c'est à chacune d'aller piocher dans tout ce que je dis, ce qui peut résonner chez elle. Mais je dirais ne rien s'interdire. En tout cas, ne pas se l'interdire pour de mauvaises raisons. Pas parce qu'on culpabilise trop, parce qu'on se dira pas être une bonne mère, ou parce qu'on culpabilise, parce qu'on se dit c'est pas notre place. Donc essayez que... Il n'y a aucune injonction en fait à briser le plafond de verre ou à monter dans les hiérarchies, mais que ce soit vraiment un choix, c'est-à-dire se poser des questions sur c'est quoi mes essentiels, de quoi j'ai besoin, est-ce que pour me réaliser, j'ai besoin aussi de me réaliser professionnellement, et dans ce cas-là, oser, rêver, en fait, penser grand, c'est-à-dire on sous-estime toujours ce qu'on peut faire à long terme. On surestime ce qu'on peut faire à court terme et on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. À 10 ans, on peut tout en fait. Des boîtes comme Google ou autres, ou Facebook ou Amazon qui n'existaient pas, en 10 ans, elles ont fait partie des 5 premières boîtes du monde. Donc, on peut tout imaginer à 10 ans. Donc, c'est déjà oser se projeter sans prendre en compte aucune contrainte, ni la famille, ni les études, je m'autorise. Voilà. Si j'ai une baguette magique, qu'est-ce que je fais? Et après, on voit comment. Et c'est souvent beaucoup plus facile qu'on ne croit, en fait. Même si il faut beaucoup travailler. Mais ça, les femmes, elles savent faire. Elles sont courageuses. Merci Florence de nous aider à ouvrir des portes dans nos têtes. Et puis à bientôt. À bientôt Christelle. Merci et bravo pour votre magazine Liberty Mag que je viens de découvrir en papier, qui est superbe. Donc vous m'avez rien dit, mais c'est moi qui choisis de le dire de moi-même. Bravo et d'engager celles qui nous écoutent à aller l'acheter. Voilà. Merci beaucoup. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.